Excellence le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs, chers invités, je vais essayer de tenir dans les 10 minutes imparties. Les assises qui s'ouvrent aujourd'hui, je dirais, ouvrent un cycle économique pour notre pays, un nouveau cycle. Et comme les précédents plans, celui-ci, qui porte sur la période 2026-2030, porte des ambitions élevées à la mesure des transformations que la Côte d'Ivoire entend conduire pour sa population. Notre ambition est claire, poursuivre notre route vers l'émergence et nous élever au rang de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2030. Dans ce contexte, l'équation du financement apparaît comme une priorité. Et donc, c'est l'objet de notre rencontre de ce jour et nous l'abordons avec beaucoup de confiance. Parce que les fondements du financement de la Côte d'Ivoire se sont beaucoup renforcés au cours des dernières années. Et portés par des finances publiques solides et une stratégie de financement rigoureuse. Le financement public ne sera toutefois qu'un levier pour le financement de notre ambition au niveau du PND. Il faudra également que le secteur privé se mobilise de façon importante. La présentation que je vais faire porte sur 3 points. Le premier point, c'est la trajectoire de consolidation budgétaire. Et le deuxième point porte sur la consolidation budgétaire portée par une mobilisation des ressources internes et par une gestion rigoureuse de la dette. Et nous avons également comme troisième point une stratégie de financement en pleine évolution entre diversification, innovation et sophistication. Et chacun des points portera donc sur une slide, une diapositive. La première diapositive porte sur la trajectoire de consolidation budgétaire qui apparaît comme très solide. La discipline budgétaire observée au cours des dernières années a donné des résultats tangibles en termes de consolidation budgétaire et cela se voit sur le graphique qui est présenté ici. Nous voyons sur le graphique qu'en 2022, nous étions dans une situation de déséquilibre importante au plan macroéconomique, mais également au plan budgétaire, puisque le déficit budgétaire en 2022 atteignait 6,7%. On voit la trajectoire qui est assez abrupte, qui fait que nous partons de 6,7% en 2022 pour arriver en 2025 à 3%. Une trajectoire très, très resserrée, en atteignant donc en 2023 5,1%, en 2024 4%, et avec une consolidation effective, avec la norme de l'UEMOA à 3% en 2025. En 2026, il y a un relâchement budgétaire. Vous savez le contexte mondial qu'il y a avec la situation au Moyen-Orient. Et donc, nous relâchons le déficit en 2026 pour atteindre 3,8%. Mais très rapidement, en 2027, nous descendons à 3,5% pour atteindre 3% en 2028 et nous maintenir à partir de 2028 à ce niveau de déficit budgétaire en 2028 sur les années suivantes concernant donc le PND. Et le budget 2026 comprend un nouvel ensemble de mesures fiscales permanentes et de haute qualité, parallèlement aux efforts continus de modernisation et d'amélioration de l'administration des recettes. Nous reviendrons sur ces mesures dans la prochaine diapo. Mais pour terminer sur cette diapo, je voudrais vous faire noter un extrait du rapport, le dernier rapport du Fonds monétaire international sur la Côte d'Ivoire. Je note et je cite
Les performances de la Côte d'Ivoire, dans le cadre des programmes soutenus par le Fonds monétaire international, sont demeurées solides, reflétant l'engagement constant des autorités en faveur de la stabilité macroéconomique et de la mise en œuvre des réformes. Ces programmes ont permis de rétablir la stabilité macroéconomique, de ramener le déficit budgétaire au plafond de convergence de l'UEMOA fixé à 3% du PIB en 2025, de réduire les déséquilibres extérieurs, de reconstituer les réserves régionales de change et d'améliorer l'évaluation de la viabilité de la dette. Permettez qu'on insiste là-dessus. On est passé de risque modéré à risque faible. On insiste là-dessus parce que c'est inédit sur le continent. Je pense que nous le dirons autant que faire se peut. Dans la diapo suivante, il y a des détails qui sont fournis sur comment nous sommes parvenus à la consolidation budgétaire. La Côte d'Ivoire est parvenue à cette consolidation budgétaire. La consolidation est portée par deux éléments. Un accroissement des recettes domestiques et une gestion rigoureuse des dépenses. On le voit là encore sur la diapo, que la pression fiscale a augmenté de façon continue entre 2022 et 2025. On voit qu'on part de 12%, 12,7% en 2022 pour atteindre 13,3% en 2023, 13,8% en 2024 et 14,7% en 2025. Au-delà des engagements que nous avions avec nos partenaires. Donc ça veut dire que nous avons collecté au niveau local des ressources beaucoup plus importantes avec une pression qui est en constante augmentation. Sur l'année 2026, vous voyez que l'écart entre la pression fiscale en 2025 et 2026 est légèrement faible. C'est lié au contexte international qui a impacté en fait l'ensemble des pays. Mais on voit que dès 2027, la pression fiscale augmente au-delà des engagements que nous avions pris, qui étaient de 0,5% du PIB. Là, on a 0,6%. Et entre 2027 et 2028, on a 0,8% de pression fiscale, ce qui montre effectivement les efforts qui sont faits, qui sont alignés sur le niveau d'activité économique. Je disais, quand je parlais sur la première slide, la première diapo, qu'il y avait des mesures fiscales qui étaient envisagées. Permettez d'en citer quelques-unes. Il y a la rationalisation des exonérations fiscales. C'est quand même quelque chose d'important. La Côte d'Ivoire a octroyé beaucoup d'exonérations fiscales, mais dans nos discussions avec les partenaires techniques et financiers et surtout les investisseurs, la décision d'investissement n'est pas souvent exclusivement liée à la rationalisation des dépenses fiscales. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de donner des exonérations pour que les investisseurs puissent venir. Et au demeurant, nous avons une situation au niveau communautaire qui nous amène à rationaliser les exonérations fiscales. Et donc, nous travaillons sur ça. C'est une mesure importante que nous allons poursuivre. Il y a également la modification des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu. Là également, il y a des efforts qui seront faits parce qu'il y a les revenus des valeurs mobilières et les plus-values qu'on obtient sur ces revenus mobiliers. Donc il y a une disposition qui va porter sur cela pour permettre effectivement d'engranger un peu plus de ressources. Nous allons également, et cela est constant dans tout ce que nous faisons, nous allons octroyer des hausses ciblées sur des taux d'imposition, notamment sur des secteurs qui sont jusqu'à présent, je dirais, non pas sous-fiscalisés, mais qui avaient un rendement qui n'était pas à la hauteur du niveau d'activité. Ça concerne par exemple les jeux d'argent, les jeux de hasard. Il y a un potentiel là que nous allons exploiter. Il y a également la question des tabac et les exportations d'or. Là, nous sommes en discussion continue avec notre collègue des mines et de l'énergie. Nous allons poursuivre également la digitalisation
et la rationalisation des processus de recouvrement fiscal. Il y a déjà des efforts importants qui sont faits en termes de déclaration et en termes de collecte des ressources. Nous allons poursuivre parce que la digitalisation est un accélérateur dans tous les domaines, y compris dans la collecte des ressources. Et nous allons surtout élargir l'assiette fiscale et nous y travaillons également de façon interministérielle avec les collègues qui sont concernés par cela. Et nous allons, sur les mesures fiscales, bien sûr, comme nous avons le secteur privé ici, tout va se faire en fait en concertation avec le secteur privé dans le cadre du dialogue qui nous unit. Ça, c'est pour la partie relative donc à la consolidation budgétaire liée sur la collecte des ressources. La seconde partie porte sur la maîtrise des dépenses. Et vous voyez sur la partie en vert que le ratio de masse salariale est parti en fait en 2011 de 48% pour arriver en dessous de la norme de l'UEMOA qui est de 35%. Donc depuis 2022, nous sommes en dessous de la norme de l'UEMOA. Et sur la période 2025, 26, 27 et 28, nous allons maintenir en fait le ratio masse salariale à son niveau qui est en dessous donc, du seuil de l'UEMOA. Cela va se faire à travers quelques mesures importantes, notamment le ciblage et l'optimisation des dépenses publiques, la maîtrise de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement et le suivi et l'efficacité des investissements publics. Voilà ce que nous faisons pour accompagner donc, le PND sur cette période-là, en maintenant donc la consolidation budgétaire. La troisième diapo qui porte sur la stratégie de financement, et cette stratégie est en pleine évolution, en diversification, innovation et sophistication. La stratégie repose sur 3 piliers. Les 3 piliers, vous le voyez là, c'est la pointe que vous avez en haut. Ce sont les appuis budgétaires et les financements de projets par les bailleurs multilatéraux et bilatéraux. Ça, c'est des appuis budgétaires qui sont essentiels parce que ces appuis budgétaires ne sont pas fléchés sur des projets, donc ça donne plus de souplesse, plus de flexibilité en termes d'orientation, en termes d'allocation sur les priorités nationales. Nous allons également travailler avec certains bilatéraux en nous adossant en fait sur les agences de crédit export. Mais là, nous avons travaillé depuis longtemps à faire en sorte que le risque pays puisse être réduit pour pouvoir permettre d'avoir des primes d'assurance qui soient les plus faibles possibles à payer. À cet égard-là, au niveau de l'OCDE, les contacts continuent. Nous sommes, en termes de risque pays sur le continent, parmi les risques les plus bas, puisque en moyenne, les pays africains sont entre 6 et 7. La Côte d'Ivoire est à 7, à 5 en termes de niveau de risque pays. Donc, c'est l'un des risques les plus bas sur le continent. Donc, nous travaillons avec l'OCDE pour que le risque puisse être encore rabaissé à 4. Le deuxième pilier porte sur le marché régional. Nous allons travailler donc sur le marché régional qui aujourd'hui porte une certaine liquidité et qui est de plus en plus dynamique et qui offre des opportunités en matière de financement en monnaie locale. Nous allons le voir sur la diapo suivante, puisque nous avons exploré la possibilité de faire des émissions internationales en monnaie locale et avec des conditions assez intéressantes. Je voudrais là attirer l'attention des uns et des autres que c'est une expérience importante que nous allons poursuivre. Le troisième pilier porte sur l'accès au marché des eurobonds. Et ça, c'est également le point que j'ai mentionné tantôt. Nous allons poursuivre parce que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a écrit une bonne histoire en termes d'émission d'eurobonds sur le marché international. Je puis vous dire que les investisseurs, quand nous faisons une année sans aller sur le marché, les investisseurs eux-mêmes nous demandent
quand est-ce que vous allez venir? Ils sont prêts donc à investir dans la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont confiance. Et en plus de cela, nous allons promouvoir également ce qu'on appelle les financements mixtes, qui combinent en fait les ressources publiques avec les ressources privées, de manière à ce que donc les ressources publiques viennent dérisquer un peu les projets pour permettre aux investisseurs privés de pouvoir investir en ayant confiance en ce que leurs investissements vont être rentables. Voici les piliers, mais ces piliers reposent sur quelques leviers. Et ces leviers existent, nous allons les exploiter. Le premier levier, c'est sur les financements avec label ESG, environnement, social et gouvernance. Ces financements sont beaucoup plus intéressants parce qu'il y a un certain appétit en fait, des investisseurs par rapport à ces financements ESG. Donc c'est un levier important sur lequel nous allons continuer de travailler. Il y a également les mécanismes de rehaussement de crédit avec les garanties qui sont octroyées par des banques multilatérales de développement, également les banques régionales, parce que nous avons bénéficié de garanties avec la Banque mondiale, avec la BAD. Ce sont des financements, des mécanismes qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de rassurer les investisseurs privés. Le troisième levier porte sur la gestion proactive de la dette. Et ça, c'est extrêmement important parce que, vous savez, quand on emprunte en fonction des circonstances, en fonction des moments. Il arrive des moments où nous pouvons emprunter à des coûts un peu plus élevés pour faire face à des priorités. Mais dès lors que la situation s'améliore, il est possible que nous puissions emprunter à des coûts plus bas. En ce moment-là, nous refinançons les lignes qui ont été obtenues à des coûts un peu plus élevés. Donc on a pratiqué cela depuis longtemps. Ça nous permet d'avoir donc une situation de gestion proactive de la dette qui est au demeurant très appréciée. Nos partenaires, nos pays voisins et au-delà viennent souvent consulter nos services pour voir comment nous faisons cela pour pouvoir s'inspirer de notre exemple. Voilà, maintenant, tout ce que je viens de dire, il y a que ça va se faire de façon complémentaire avec d'autres mécanismes, on en a parlé aussi, comme le partenariat public-privé, parce que le secteur privé doit également intervenir pour soutenir donc les financements au niveau du PND. Je voudrais maintenant aller sur le dernier point, la dernière diapo. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, la dernière diapo. Je vais juste donner quelques éléments parce que vous voyez là-dessus. Ça retrace un peu l'histoire, le parcours de la Côte d'Ivoire en matière d'émissions sur le marché et comment nous utilisons les financements innovants, comment nous faisons en sorte pour faire en sorte que certains financements inédits puissent bénéficier à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis 2021, nous avons fait des émissions intéressantes avec des taux qui sont très bas. En 2021, nous avons eu des taux d'émission les plus bas que la Côte d'Ivoire ait connus, 4,3%. C'est le taux le plus bas en termes d'émissions d'eurobonds. Et ensuite, nous avons 2023 où nous avons fait une émission avec la garantie de portefeuille de la BAD, garantie partielle de la BAD. Nous avons en 2024 fait des émissions intéressantes également. Là, c'est innovant. C'est ce qu'on a fait avec la Banque mondiale. Nous avons utilisé en fait le crédit de la Banque mondiale pour avoir des financements moins chers qui nous ont permis de financer certains secteurs prioritaires, notamment les secteurs sociaux. En l'occurrence, ici, ça a été le secteur de l'éducation qui a été financé sur les économies qui ont été obtenues en utilisant donc la garantie de la Banque mondiale. Ceci a valu à nos services des félicitations. Ils ont eu des awards justement sur le caractère inédit, le caractère innovant de ces financements. Et je termine sur le fait que nous avons exploré en termes de diversification certains autres marchés,
Nous avons fait des émissions Samurai Bond. C'est la première fois que cela se faisait également sur le marché japonais. C'est un marché qui doit être exploré davantage parce qu'il y a des financements qui peuvent venir de là-bas à des taux qui sont un peu plus bas. Voilà, je rappelle cela pour dire que ce sont des mécanismes que nous allons poursuivre et approfondir pour faire en sorte qu'il y ait un panel, disons, de prêteurs au niveau de la Côte d'Ivoire qui soit élargi sur tous les continents. Alors, vous voyez le pavé en bas. Tout le pavé en bas, c'est un peu l'évolution des notations financières que la Côte d'Ivoire a obtenues. Je crois que cela a été dit, je ne vais pas insister là-dessus. Nous avons une évolution importante en matière de notation financière. Nous sommes aujourd'hui à BB pour les 3 agences majeures, à savoir Fitch, Moody's et S&P. Là, nous, on a vraiment eu un alignement sur la notation et nous avons la toute dernière notation que nous avons obtenue avec l'agence de notation financière du Japon, JCR. Nous sommes là avec eux à BB+, qui nous met à un cran de investment grade. Si on atteint investment grade, ça veut dire que nous allons avoir des taux d'emprunt qui seront les plus bas possibles en tout cas, qui vont se rapprocher de ceux des pays émergents et des pays donc développés. Voilà, pour conclure, je voudrais indiquer que les sources de financement diversifiées et innovantes couplées à nos ressources budgétaires permettront d'accompagner les ambitions de notre plan national de développement. Et la réussite du PND ne saurait toutefois reposer sur le seul financement public. Elle appelle une mobilisation résolue de l'investissement privé. Le gouvernement entend jouer pleinement son rôle de catalyseur. Notre responsabilité est de créer un environnement propice et attractif, un climat des affaires fondé sur la confiance, comme cela a été rappelé tout à l'heure par M. le Premier ministre, offrant aux investisseurs directs étrangers, comme aux acteurs privés et nationaux, la visibilité et la sécurité qu'ils attendent de la Côte d'Ivoire. C'est sur cette conclusion que je voudrais mettre un terme à mon mot. Je vous remercie.